We don't simply welcome new immigrants. We don't simply welcome new arrivals. We are born of immigrants. That is who we are. Far more in common than that which divides us. Be seen and speak of what they want to say. Ouais, donc je m'appelle Zalia, j'ai 29 ans, je vis à Londres et je suis née en France, à Vitry-sur-Seine, donc banlieue parisienne, 94. Mes parents sont d'origine, donc mon père est libanais, ma mère est américaine-palestinienne, elle a vécu un peu partout, ils se sont rencontrés en France et donc en fait ouais, j'ai grandi en France, donc je suis française. Ce qui est marrant parce que j'ai un peu de mal à... J'ai mis longtemps à me l'admettre, mais au final, il n'y a pas de... Disons qu'on m'a souvent rappelé que j'étais pas complètement française, donc forcément, ayant pas un nom français, ayant la peau un peu plus foncée, tout ça, tu mets du temps à te situer, quoi. Et c'est marrant parce que c'est en emménageant à Londres, donc je suis arrivée à Londres en 2016, que je me suis rendu compte vraiment, je suis française, quoi. Quand les gens me demandent d'où je viens, je dis je suis française. Et on va dire 9 fois sur 10, les gens sont satisfaits de cette réponse. Ce qui est drôle, parce qu'en France, les gens sont jamais satisfaits. Donc tu vois, tu leur dis, ils te disent tu viens d'où ? Je viens de Vitry. Enfin, je vis à Ivry, mais je suis née à Vitry. Oui, mais tu viens d'où vraiment, quoi ? Ou tes parents ils viennent d'où et tout ça, donc c'est assez sympa de pas avoir à donner ton arbre généalogique à chaque fois, quoi. Ok. Donc, voilà. Donc là t'as 29 ans. Ouais. Donc tu as dit que tu étais moitié libanaise, Ouais. moitié américaine. Ouais. Palestinienne et française. Voilà. Mais en gros quand tu es à Londres, tu dis que tu te présentes en tant que française. Ouais. Donc est-ce que c'est une manière pour toi de la faire simple, ou c'est quelque chose que toi comment est-ce que tu vois ta situation culturelle dans ce cas-là ? Comment est-ce que t'as... Bon, après, C'est une bonne question. Non, je vois ce que tu veux dire. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette réponse ? Parce que c'est vrai, je suis d'accord. Enfin, je suis pas du tout dans le déni de mes origines. Je pense que c'est une grande partie de moi, hein, de toute façon, et j'en suis fière. Mais je pense que comme je représente justement cette France multiculturelle, et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se reconnaissent là-dedans, toi y compris, et j'ai beaucoup d'amis comme ça, mais comme on a dû constamment se justifier, c'est-à-dire justifier d'être français, à Londres, de toute façon, quand on me demande d'où je viens, je pense qu'on me demande vraiment aussi où est-ce que tu étais avant d'être ici, quoi. Où est-ce que tu as été éduquée, On te demande pas quelque chose de fixe, en fait. On Voilà. te demande juste quelle a été ton atmosphère où tu as grandi, en fait. C'est ça, voilà. Quelle est ton éducation, ton mindset, je sais plus comment on dit ça en français. Mais et je pense qu'aussi, au-delà de ça, mes origines, c'est aussi quelque chose de personnel. Donc c'est ce qui m'a construit, c'est mon background et tout ça. Mais c'est comme si tu demandais à un Français qui a peut-être un grand-père espagnol, une grand-mère italienne, tu vois. Il y a forcément eu des influences de ça dans son développement personnel. Mais à nouveau, c'est une question personnelle. C'est-à-dire que c'est presque te demander, mais... est-ce que en grandissant, t'as eu des expériences différentes ? Est-ce que tu vois, c'est une question quand même que tu vas poser à quelqu'un que tu connais un minimum, quoi. Donc pour moi, c'est je ne te connais pas, on se rencontre pour la première fois, tu me demandes d'où je viens, voilà mon passeport, française, j'ai grandi en France. Et ça te donne normalement assez d'informations pour pouvoir te situer et orienter la conversation. Je pense qu'après... voilà. Est-ce que tu saurais donner plus de détails si on te les demandait ? Ça dépendrait du contexte. Donc, après, bien sûr, en tant que femme, parce qu'il y a aussi ça qui entre en jeu,
souvent, on a beaucoup de... Je suis sûre que tu as entendu parler beaucoup de ça, la fétichisation de la femme orientale, tout ça, de la femme noire, de la femme asiatique. Beaucoup de fois, quand tu as un homme qui vient vers toi et qui te demande « Mais tu viens d'où ?» Même des fois, ils vont comment dire, le dire d'une certaine manière, que c'est genre « Mais d'où est-ce que tu tiens ces si jolis traits ? C'est si joli, tu vois, cette physionomie, tu vois, et tu sais, genre, mais déjà, de un, je suis désolée, moi, j'ai beaucoup de mal, après, chacun son truc, t'aimes bien flirter, t'aimes bien pas flirter avec des inconnus, c'est ton problème, chacun fait son truc, il n'y a pas de jugement là-dessus, mais pour moi, quand je rencontre quelqu'un de nouveau, tu vois, j'ai pas envie de jouer à ce jeu de je te trouve physiquement attirante parce que tu as certains traits et que... Donc toi, on te les rappelle directement que tu as des traits palestiniens physiques, mais au niveau d'une identité palestinienne, tu la sens. Ce que je veux dire, c'est quelles sont les influences de cette identité palestinienne au-delà de ton aspect physique. Est-ce que tu le sens ou est-ce que tu le sens plus par rapport aux autres, par rapport aux gens qui te... Alors, qu'est-ce que ça joue? Même cette identité américaine, on peut en parler l'une après l'autre. Non, c'est super. En fait, c'est très intéressant parce que le Liban et la Palestine, tu sais, c'est frontalier. Donc, c'est très similaire. C'est une culture qui est commune et pourtant très différente parce que les Libanais ont encore leur pays et il y a plein de problèmes géopolitiques qui se jouent, qui font qu'il y a aussi une rivalité entre les Libanais et les Palestiniens, parce qu'il y a eu énormément de réfugiés palestiniens qui sont venus au Liban, et qui, du coup, chez certaines communautés libanaises, qui ont dit « Ah, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? On va pas s'occuper d'eux non plus. » Donc il y a toute cette dynamique bizarre. Donc les Libanais sont très fiers de leur pays aussi, et il y a le Liban aussi qui est considéré souvent par beaucoup de personnes, notamment par les Français, comme un peu l'Occident oriental. En Orient, ouais. Tu vois, j'ai cette idée aussi. Voilà, parce que c'est ça, parce que le Liban était un protectorat français, donc il y avait beaucoup de collaboration entre les Français et les Libanais, et puis quasiment tous les Libanais parlent français, enfin, c'est hyper commun. Et moi, je viens quand même d'une famille libanaise musulmane chiite, donc c'est complètement différent, parce que tu as la communauté chrétienne maronite libanaise, qui, eux, sont beaucoup plus occidentalisés. Donc si tu vas souvent rencontrer des Libanais qui s'appellent Nicolas, Françoise, machin, c'est souvent des maronites en fait qui ont du coup des noms français, donc c'est un peu bizarre. Et beaucoup d'entre eux aussi ne se voient même pas comme arabes, et ils se disent phéniciens. Bon, après chacun a son délire. Comment tu le trouvais? Voilà, c'est ça. Donc tu vois, alors que peut-être un plan d'explication. c'est ça. Donc moi, je suis plus du côté d'une famille qui on est arabe et tout. On parle arabe, on a des noms arabes. Enfin voilà quoi. C'est pas. Tu parlais arabe chez toi? Ouais, je parle arabe avec mon père et je parle anglais avec ma mère. Et donc en fait, l'identité palestinienne. Mais elle est palestinienne aussi? Oui. Donc en fait, mon père est libanais, 100%. Ma mère est palestinienne du côté de son père et américaine du côté de sa mère. Et donc en fait, l'identité palestinienne, elle s'est construite assez tristement autour de l'idée de réfugié. Donc c'est vraiment... parce que ma famille palestinienne a été expulsée de chez eux en 1948, lors de la création de l'État d'Israël. Donc on a très peu de familles en Palestine. La plupart de ma famille a été victime de la diaspora et donc un peu partout dans le monde. Et donc du coup, c'est très important pour nous de préserver cette identité palestinienne parce que c'est tout ce qui nous reste. Parce qu'on n'a pas de papier, déjà de 1. Les derniers papiers que j'ai vus, j'ai eu la chance de voir des papiers d'identification de mon grand-père avant qu'il soit expulsé, qui disait, je sais plus ce que ça disait, mais il y avait le mot Palestine dedans. Donc il y avait Palestine, c'était un pays, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est pas des bédouins au milieu du désert qui... Non, on avait des terres avec des figuiers, et des oliviers, et une maison, et des gens, et une vie, quoi, qui nous a été retirée, ou a été retirée à mon grand-père et à sa famille.
Et il n'y a plus d'identité palestinienne, il n'y a plus d'identification palestinienne, ça n'existe plus. Tu as soit des papiers d'identification qui sont donnés soit de la Cisjordanie, soit si tu es de Gaza, là c'est contrôlé par Israël, donc en fait c'est un peu compliqué, c'est presque un matricule en fait. Voilà. Donc du coup, pour moi ça a toujours été très important de préserver ça, et je le dis fièrement, quand je suis dans un environnement sécurisé, on va dire, dans le sens émotionnel et social, je vais pas en parler avec n'importe qui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contexte professionnel. Quand je vais à des entretiens ou des choses comme ça, je ne parle jamais de mon côté palestinien parce que malheureusement, c'est tellement controversé qu'il y a beaucoup de boulots qui vont passer sous le nez parce que tout d'un coup, ils vont se dire « Ah, mais c'est bizarre, elle est palestinienne, je sais pas, non, ça va pas le faire. » Donc du coup, si je suis dans un contexte où je sais que je suis avec des gens un minimum informés ou curieux ou, tu vois, simplement... Ouvert à parler avec toi. Voilà, ouvert, respectueux. Je vais en parler avec plaisir. Et je vais le dire, oui, je suis palestinienne, je connais la langue. Maintenant, ce qui est drôle, c'est que l'arabe que je parle est un arabe plus libanais. Donc c'est très similaire à l'arabe palestinien. Mais comme j'ai parlé arabe avec mon père et pas avec ma mère, et puis ma mère, elle-même, son accent n'est pas forcément palestinien parce qu'elle a appris l'arabe à l'université. Parce que quand ils étaient aux États-Unis, son père a fait un choix conscient de ne pas lui parler arabe parce qu'ils étaient déjà assez bizarres comme ça. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui a grandi dans le sud des États-Unis, donc au Kansas et au Texas, avec un père arabe musulman palestinien et une mère qui était, oui, WASP, donc White Anglo-Saxon Protestant, blanche américaine, mais qui était doctorante en maths, déjà dans les années 60, tu trouves pas ça très souvent, et qui en plus a choisi d'enseigner dans une université afro-américaine. Oh là là, la totale. La totale, tu vois, et tout ça dans le sud des États-Unis, dans les États plus fermés. Voilà, très conservateurs, ils se faisaient insulter dans la rue, enfin c'était compliqué quoi. Donc du coup, je crois que son père a choisi de ne pas lui parler l'arabe parce qu'il voulait pas qu'elle soit encore plus... Bon, après, c'était pas forcément le meilleur choix, mais voilà, c'est ce qui se passait. Chacun a ses circonstances, n'est-ce pas? Exactement. De prendre ses décisions. Exactement. Donc du coup, l'arabe que je parle est libanais, mais je pense qu'à travers... J'ai eu la chance d'avoir une mère qui a toujours été très... qui a toujours voulu nous transmettre son héritage, et donc elle nous a tout raconté, elle nous a raconté l'histoire de mon grand-père, de sa famille, toutes les histoires de quand ils étaient dans le camp de réfugiés au Liban, et même avant, quand ils étaient encore en Palestine, et surtout elle nous a emmenés en Palestine quand on était petits. J'avais 10 ans, mon frère avait 5 ans, et on a pu même voir nos terres en fait. Bon, Donc elle a fait question de vous montrer d'où vous venez, peut-être pas directement, mais... Si, complètement. Ouais, elle a fait son maximum. Parce qu'en réalité, bon, je pense que pas tout le monde est conscient de ça, mais quand on est palestinien, c'est très difficile de retourner en Palestine. Donc nous, on a utilisé nos passeports américains pour rentrer. Mais comme on a des noms arabophones qui sonnent arabes, ma mère elle a de la chance parce que ses prénoms sont européens. Donc elle s'appelle Bianca Claire, mais son nom de famille, Shana, est palestinien. Donc bon, ça fait un peu confusion. Et puis nous, on a des noms libanais, parce qu'on a le nom de famille de mon père. Et mon frère s'appelle Ali. Je m'appelle Razélé, tu vois, officiellement. Enfin, c'est assez compliqué, quoi. Donc bref, on a réussi à rentrer simplement parce que c'était juste avant la deuxième intifada. Donc l'intifada, c'est la révolution, en fait. C'est quand les Palestiniens ont... C'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, il y a eu une grosse intifada, la première intifada, je sais plus quand c'était, voilà, c'est terrible, tu vois. Pas grave, faut que je révise mon histoire, mais bon. Mais bref, c'était juste avant, c'était quelques mois avant, donc du coup, ils étaient encore un peu tranquilles au niveau de l'entrée, on a pu rentrer. Mais maintenant, c'est quasi impossible. C'est-à-dire que ma tante
qui elle, américaine, vivait à l'époque aux États-Unis, a voulu rentrer. Elle a voyagé avec son passeport américain. Quand elle est arrivée aux frontières, ils l'ont renvoyée aux États-Unis. Ils m'ont dit non, on vous refuse l'entrée, vous n'avez pas le droit, cassez-vous. Donc, Et comment est-ce que tu penses que toutes ces expériences familiales, qui sont pas tes expériences directement à toi, mais sont de ta famille, comment est-ce que ça a influencé ta manière de te considérer française ou ta manière de te voir dans le monde en soi? Parce que tu parles 3 langues quand même. Ouais. 3. Ouais, C'est 3. anglais. Anglais, français, arabe. Et ouais. C'est un peu. Ça a été très. Tu pourrais même parler un peu de cette relation que tu as avec Londres, justement. Ouais. On en parlait. Ouais, exactement. Ouais. Bah ouais, ça a été assez. Je sais pas si c'est un mot ça, mais isolateur, ouais. Je pense que en grandissant, c'est drôle, il y a vraiment une étape. Donc j'avais 6 ans, 6-7 ans. Ma mère, donc on a grandi à Ivry jusqu'à mes 7 ans. Voilà, j'avais mes copains et tout à l'école, tranquille, CP, voilà. Et puis en CE1, je suis allée dans une école internationale à Fontainebleau. Et là, ça a été la révélation. Alors, je sais pas si c'était parce que Fontainebleau, c'est très vert, donc on pouvait, tu vois, courir dans la forêt, c'était trop bien. Et puis tous mes copains étaient riches, donc ils avaient tous des grands jardins. Et j'avais une copine qui avait des chevaux et des poneys, tu vois, c'est genre, t'as 7 ans, t'es une petite fille, tu vois, putain, t'as des poneys, pardon. Pardon. Enfin bref. Mince alors, t'as des poneys, c'est génial. Moi j'ai un chat. Voilà, j'avais rien à l'époque. J'avais des têtards que j'avais trouvés dans une petite source à côté de la maison. J'étais ah maman, j'ai des têtards. Ils sont tous morts les pauvres. C'est horrible. Bref. Mais bon, du coup, il y avait ça qui faisait que j'étais confortable au niveau. Un enfant, c'est génial, tu vois, pour un enfant. Mais surtout, mes copains et mes copines parlaient tous de langue. Tu vois, ils étaient tous un peu mélangés comme ça. Donc c'était le début un peu du franglais. Tu sais, on passait d'une langue à l'autre. Et puis on était vraiment un peu dans une bulle, je pense, à ce niveau-là. Et puis en CM1, on est rentré, donc quand j'avais 8-9 ans, on est revenu à Ivry. Et c'est là en fait que j'ai vu que c'est un peu, tu vois, je pouvais plus revenir en arrière en fait. J'étais différente. Après, j'ai toujours été un peu différente, parce que c'est vrai que je parlais anglais avec ma mère, arabe avec mon père, donc les gens ils te regardent dans la rue bizarrement, genre c'est quoi. Et puis aussi, il y a le fait que, comme on est métissé, mon frère est très blanc, donc white passing. Il est même roux, non? Ouais, il est presque roux. Quand il était bébé, il était blond vénitien. Là, il est châtain, tu vois, mais il a la barbe rousse. Enfin, c'est un truc de malade. Et il est très blanc. Donc beaucoup de gens pensent qu'il est irlandais. C'est très drôle. Quand il dit qu'il s'appelle Ollie, ils pensent Ollie, genre Oliver. Genre non, Ali, genre Mohamed Ali, tu vois. Quoi? Je comprends pas. Donc du coup, en grandissant, quand mes amis me voyaient avec mon petit frère, ils comprenaient pas trop. Ils disaient, ah, il y en a un qui est adopté, non, même parents, tout ça. Et puis vous parlez anglais, puis vous parlez arabe, et puis vous, en fait, tu viens d'où? Et en France, il y a ce truc très communautaire donc on a Black, Blanc, Beurre, tu sais. Donc t'as les Beurs d'un côté, les Arabes, qui sont souvent aussi avec les Noirs, et puis on est un peu notre petite communauté, sauf que moi et mon frère, je pense aussi, on rentrait pas non plus dans cette catégorie. Parce que... Ça, c'est hyper intéressant. Ouais, parce qu'on n'était pas vraiment des Beurs, on n'était pas d'Afrique du Nord, on était du Moyen-Orient, du Levant, quoi. Donc, et en plus, on était libanais. Donc les Libanais sont souvent considérés comme riches, parce que les Libanais qui vivent en France sont censés être riches. Sauf que nous, on n'était pas riches du tout. Et après, quand on voulait vraiment, enfin, tu sais, quand ça sortait, en fait, on est aussi palestiniens. Et le truc, c'est que t'as beaucoup de gens qui, surtout d'Afrique du Nord, qui, dès qu'ils entendent que t'es palestinien, c'est genre « Ah, mais ma sœur et tout, ah, mais moi je suis, ah, mais je te soutiens et tout, carrément, et tout. » Et t'es là « Ouais, mais c'est cool, mais il y a 2 minutes, tu savais pas que j'étais palestinienne, et en fait, tu m'as même pas regardé, et puis tu penses que... » Enfin, donc, en fait, avoir toutes ces communautés en moi, ça a fait que j'avais pas vraiment de communauté. J'étais la fille bizarre, quoi, qui savait pas trop où me mettre, quoi. Au collège, on m'appelait l'américaine.
Mais enfin, j'avais beaucoup de gens, je pense, qui étaient amis avec moi parce qu'ils voulaient que je les aide en anglais, tu vois. C'était vraiment ça. Et puis il y avait même un gars qui était dans la classe depuis le début de l'année. Donc, ça faisait 6 mois qu'on était là. Et puis la prof lui dit bon, toi tu te mets avec Zalia. Et il fait bah c'est qui Zalia? J'étais genre ok. Je fais bah c'est moi. Il fait ah l'américaine. Tu vois, c'est genre vraiment j'étais pas vraiment. J'étais un peu le ouais. T'avais pas d'identité fixe à leurs yeux en fait, d'identité culturelle surtout. Ouais, mais même pas de personnalité en fait. J'étais juste cette espèce de token kid qui était là, genre le truc chelou, on sait pas trop où la mettre en fait. C'est ça en fait. C'est que j'avais pas de case. Et tu crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ton cas et qui l'assument peut-être pas ou c'est comment ça fonctionne? Parce que comme tu sais, on a certaines choses, cette question d'identité culturelle, parfois c'est un chemin personnel surtout. Ouais. Est-ce que tu penses que Bah, bizarrement, en fait, je me suis enfin trouvée quand j'étais au lycée. Donc j'étais en école internationale CE1, CE2. Et après, j'étais dans le système éducatif normal. Donc fin de la primaire et tout le collège. Et après, c'est au lycée que j'ai pu aller à Balzac. Donc Honoré de Balzac, c'est un lycée international qui est public. Donc qui est vraiment un environnement, c'est aussi une bulle quoi, c'est incroyable parce que tu vas voir des enfants, bon maintenant c'est devenu assez élitiste, parce que comme tout, hein, ça va, voilà, ça va en avançant et puis tu attires les plus riches quoi. Mais quand j'y suis allée, j'ai eu de la chance, on était vraiment un mélange d'enfants de tous les backgrounds, tu vois, parce qu'il y avait les enfants du quartier, donc c'est à Porte de Clichy, donc c'est frontalier avec la banlieue, donc il y avait tout un peu les rejets de toutes les écoles qui n'avaient pas trouvé d'école, ils les mettaient là, et à la fois tu avais les classes internationales, donc tu avais 6 classes internationales, enfin 6 sections internationales, donc tu avais anglais, allemand, italien, espagnol, arabe. Et c'était quoi l'autre? Moi, je crois que c'est tout. Anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, arabe. Sérieux? Ouais. Portugais? Ouais, il y avait une section portugaise. C'est pas vrai. Ouais. Et comme ils étaient pas beaucoup, les pauvres, ils les foutaient avec les Espagnols pour les cours d'histoire. Ah, oui. Parce qu'on avait des cours d'histoire donc pour la section et des cours d'histoire français. Souvent on confond même le Portugal comme une province de l'Espagne, donc tu vois. Oh, c'est dur. Mais c'était hyper intéressant au niveau sociologique, c'était un peu triste, mais bon, tu voyais, bon, du coup, les Portugais et les Espagnols étaient hyper potes parce qu'ils étaient en cours ensemble, mais aussi, il y avait cette rivalité incroyable entre eux, quoi. C'était genre, non, Portugal, c'est mieux, non, Espagne, c'est mieux, machin, et tout, on s'en fout de votre histoire, mais non, votre histoire, c'est pourri, t'as envie de leur dire, mais les gars, c'est lié quand même, enfin, je sais pas, je comprends, chacun... C'est lié de Peacemaker. Ouais, c'était assez hardcore, on avait j'ai pas envie d'être inappropriate, mais j'avais beaucoup d'amis espagnols qui appelaient tous les Portugais bacalao, tu vois, c'était oui. tout Non, le mais truc. j'en ai pris aussi, Ouais, je connais. mais bon, après les Portugais leur rendaient la même, hein, t'inquiète, là pareil, mais au final on était tous amis, tu vois, c'était vraiment, et du coup c'était un environnement où t'avais à la fois des riches, des pauvres, des jeunes Français d'origine nord-africaine, d'origine africaine, t'avais un gars dans ma classe qui lui avait appris l'anglais parce que son père avait été muté en Chine, et du coup il avait été dans une école américaine à Beijing, à Pékin, et enfin tu vois, c'était genre des trucs, tu vois. Et puis t'avais les Mexicains et les Chiliens. Et pour toi c'était une révélation donc. Ouais, c'était libérateur en fait. C'était enfin j'ai trouvé ma communauté en fait. Tu vois. C'est la communauté de la non-communauté. C'est ça. Et donc ta question, quand tu dis, tu penses que est-ce qu'il y a des gens qui se sentent comme ça, je pense que oui, parce que c'était vraiment un havre de paix là-bas. C'était plus t'es bizarre, plus t'as des trucs, tu vois, plus t'es un mélange, plus t'es intéressant en fait. Et plus on veut entendre parler de toi, plus on veut passer du temps avec toi. Et on était vraiment bien tous ensemble, quoi, à rigoler, à se moquer un peu les uns des autres gentiment, et en même temps, tu vois, c'était vraiment incroyable. Et je pense que ce qu'on disait sur Londres tout à l'heure, bah, c'est que Londres, en fait, c'est un peu une version de ça, mais à l'échelle d'une ville. Et pas que d'une ville, d'une métropole gigantesque, quoi. Donc c'est vrai que c'est là que je me suis rendu compte que donc en fait l'expo sur laquelle je travaille actuellement sur l'exil intérieur, donc avec Dema lui il est marocain
Enfin, il est belge, d'origine marocaine. Juste pour ceux qui nous écoutent, Ouais. donner juste un peu De de contexte. contexte. Ouais, donc en fait, donc Dema est un calligraphe, artiste de rue qui fait du graffiti en fait, qui est un mélange entre la calligraphie traditionnelle arabe et latine aussi, et le graffiti en fait. Et il a grandi en Belgique, à Bruxelles. Ses parents sont marocains. Et donc, il a trouvé beaucoup de paix, je crois, dans la combinaison de ces deux traditions, cultures complètement différentes, parce que c'est ce qui fait qu'il est un peu, enfin c'est ce qu'il est un peu en fait en lui. Et donc du coup, lui il a 47 ans, il fait ça depuis 30 ans, et il a toujours fait des ateliers à côté avec des jeunes, et il fait beaucoup d'ateliers avec des jeunes bruxellois, aussi des jeunes de Molenbeek, donc tu vois dans des quartiers qui sont très underprivileged, je sais plus comment on dit ça. Mais... Pas favorisé. Ouais, peu favorisé, peu d'argent, et avec des communautés très stigmatisées, surtout après les attentats à Paris. Et donc du coup, ils ont, parce que tu sais, ils ont dit qu'ils étaient à Molenbeek, tout ça, qu'ils sont venus à Paris, bref. Et donc du coup, il essaye de redonner à ces jeunes Belges une identité, quoi, et d'accepter toutes les facettes de leur identité. Et donc on fait une exposition qui s'appelle REM, en fait c'est comme Rapid Eye Movement, donc le cycle dans ton sommeil quand tu rêves en fait. On l'a renommé Résilience, Exil et Mutation. Wow. Donc l'idée c'est justement c'est à travers l'histoire de Dema, qui lui raconte donc l'histoire de sa famille, qui raconte son histoire personnelle et qui expose ses œuvres comme une manifestation de qui il est et de qui il a choisi d'être, surtout, en fait. C'est ça. C'est ça. Tu vois, c'est qu'en fait, on se rend compte que pendant longtemps, on grandit en pensant que on a ce qu'on appelle cet exil intérieur, on vient de nulle part. Et d'ailleurs, je veux développer ce concept de Child of Nowhere, parce que je pense que Londres a beaucoup de Children of Nowhere, et que du coup, on se sent défavorisé dans ce sens-là, alors qu'en fait, c'est une richesse. C'est ce qui t'offre la possibilité de t'inventer, de te créer comme tu veux l'être, parce que tu as toutes ces sources d'inspiration disponibles. Et donc du coup, voilà, avec Dema, cette expo qu'on fait, c'est centré intégralement sur cette notion-là. Et cette idée que je pense que c'est bizarre parce que c'est quelque chose de non dit. Et je m'en suis rendu compte parce que plus je parle de ça avec des amis qui m'aident avec l'expo ou à qui je parle de ça, qui ont le même type de background, comme cette amie dont je te parlais, qui est d'origine soudanaise, qui a grandi au Japon, au Yémen, en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, qui parle toutes ces langues. Et quand je lui ai dit ça, elle a dit c'est incroyable, c'est exactement ce que je ressens. Et on met jamais de mots dessus. Et du coup, ça fait qu'on a l'impression que notre culture est d'une manière, notre personnalité, notre identité est diluée. Moi, j'ai grandi comme ça en pensant que mon identité, elle est pas réelle. C'est tout à fait ça. Tu vois, ça. T'as l'impression d'être diluée, d'être moins importante. D'avoir les pieds vraiment quelque part en fait. C'est ça. C'est ça. Et de en pas fait, c'est de pas à nous de nous d'appartenir. construire. Ouais. On peut jamais se projeter sur notre environnement en fait. C'est pas notre environnement. Enfin nous. Oui, c'est ça. On se voit pas. On se reconnaît pas en fait dans notre environnement. Parce qu'on n'est pas représenté par notre environnement. On n'a pas de repères. Et c'est ça qui est bien à Londres d'un côté, non? C'est ça. C'est que Londres, t'as pas besoin en fait de ces repères parce que tout le monde est tellement mixé de partout que tu vois, c'est. Et puis Londres, faut pas l'oublier, c'est quand même la capitale d'un pays qui est le parent des États-Unis et qui a créé donc la mondialisation capitaliste dans laquelle on baigne aujourd'hui. Et Londres, particulièrement, c'est quand même, je pense que le motivateur principal de la croissance londonienne, c'est l'argent. Et comme ils sont pas bêtes à Londres, ils se sont vite rendus compte, notre population, elle est quand même vachement variée, quoi. On peut pas en profiter. Voilà. Donc ils jouent beaucoup sur ça.
Et donc du coup, ça crée, c'est un peu pervers, hein, bien sûr, ça pousse à la consommation et tout ça, mais aussi ça fait que Londres est quand même. voilà, et au quotidien, tu te sens mieux quand même. Tu te sens moins isolé. Parce que tu rencontres que des gens comme toi, qui ont des parents qui viennent peut-être d'ailleurs, ou des grands-parents qui viennent d'ailleurs, ou alors, tu sais, même les Londoniens que je rencontre qui sont blancs, anglais, mais qui viennent pas forcément de Londres, qui viennent de Birmingham ou n'importe, du nord, du sud, d'où tu veux, bah ils disent c'est marrant parce que quand je rentre du coup chez moi, eh ben, les gens me regardent genre ah, t'es le londonien maintenant. Mais quand je suis à Londres, je me sens de chez moi. Et donc tu vois, même eux Ok. se Ça, c'est sentent. intéressant, Ouais. Et c'est ça que je trouve génial. Et ça fait que du coup, et je pense aussi, ça a un lien aussi avec le fait que Londres est quand même très ouvert au niveau orientation sexuelle. Enfin, tu peux quand même. Je pense que tu peux être gay à Londres, tu peux. Ouais, on va dire gay ou queer et avoir une vie confortable. Après, je ne connais pas assez enfin, j'ai pas assez d'amis dans la communauté trans. Je pense que quand tu es trans, t'as encore quand même beaucoup de barrières. Mais au moins, quand tu es gay, je pense que tu peux vivre à Londres assez confortablement. Il y a quand même une ouverture là-dessus. Je veux dire, il y a la Pride, il y a tout ça. Les gens sont plus ouverts. Et puis chacun fait son truc en fait. Voilà, c'est ça. Et je pense que ça fait que du coup, tu vas avoir des gens qui ont été oppressés d'une manière ou d'une autre, qui ont été isolés, qui ont été... Pour différents motifs en voilà, qui ont été fait. Mais diminués. après qu'ils se retrouvent chez les uns, chez les autres, C'est il y ça. a une espèce d'empathie. C'est ça.